Dans une cabine d'avion où la lumière crue des néons éclaire chaque détail, une jeune fille noire, Sophie, est sauvagement arrachée à son siège en première classe par une hôtesse de l'air implacable, Marianne, dont le regard méprisant la juge indigne de ce privilège, malgré un billet parfaitement valide. Les passagers, complices par leur silence, détournent les yeux, laissant Sophie affronter seule une humiliation publique d'une cruauté insupportable. Mais dans l'ombre, un homme observe, immobile, le visage taillé dans la pierre. Victor, son père, milliardaire et maître absolu de cette compagnie aérienne, prêt à déchaîner une tempête qui fera trembler les cieux. Si cette injustice vous révolte autant qu'elle nous révolte, donnez un pouce levé à cette histoire et laissez un commentaire avec le mot « justice » pour clamer haut et fort que le silence face à l'injustice est intolérable. Sophie, 16 ans, est assise près du hublot, son sweat gris légèrement usé drapant ses épaules frêles comme une armure discrète. Ses écouteurs diffusent une mélodie douce, un refuge contre le bourdonnement incessant des moteurs de l'avion. Un livre de poche, corné par des heures de lecture passionnée, repose sur ses genoux, ses pages marquées par les doigts délicats d'une adolescente qui a toujours trouvé du réconfort dans les mots. Son sac à dos, soigneusement rangé sous le siège devant elle, contient tout ce qu'elle a jugé essentiel pour ce voyage. Un carnet, un stylo, une bouteille d'eau, et ce billet en première classe, un cadeau de son père, Victor, pour célébrer ses notes brillantes à l'école. « Tu mérites un peu de confort, ma chérie », lui avait-il dit avec un sourire empreint de fierté, ses yeux pétillants d'une confiance qu'il lui a toujours transmise. Sophie savoure ce moment, son billet serré dans la poche de son sweat comme un talisman, un symbole de sa réussite et de l'amour de son père. Elle regarde par le hublot où les équipes au sol s'affairent sous un soleil éclatant, leurs silhouettes dansant dans la chaleur. Elle ignore encore que dans quelques minutes, cette cabine deviendra le théâtre d'une injustice si brutale qu'elle marquera son cœur à jamais. Ses doigts effleurent de l'accoudoir en cuir, son cœur bat calmement, mais une légère tension, celle d'une adolescente voyageant seule pour la première fois, palpite dans sa poitrine. Elle est fière, confiante, prête à goûter à cette liberté nouvelle, à ce privilège qu'elle a mérité. Mais ce sentiment de triomphe s'effrite brutalement lorsque des talons claquent sur le tapis de l'allée. Un son sec, autoritaire, qui se rapproche comme une menace. Marianne, l'hôtesse en chef, avance avec une assurance froide, presque militaire. Son uniforme bleu marine impeccablement repassé semble taillé pour intimider, et ses cheveux blonds, tirés en un chignon si parfait qu'il pourrait être sculpté, renforcent son allure de reine incontestée de la cabine. 15 ans de service dans cette compagnie aérienne lui ont forgé une réputation, stricte, professionnelle, intouchable. Elle dirige la cabine comme un général son armée, ses gestes précis, son sourire calculé, un masque de politesse qui cache une autorité inflexible. Mais lorsqu'elle pose les yeux sur Sophie, son expression change. Pas de surprise, pas de doute, mais une désapprobation évidente, un jugement silencieux qui durcit ses traits, comme si elle venait de déceler une anomalie. Elle s'arrête net à côté du siège 1A, ses mains croisées devant elle, et incline légèrement la tête, un geste qui évoque un prédateur jaugeant sa proie. « Bonjour », dit-elle, sa voix mielleuse mais chargée d'une condescendance si tranchante qu'elle semble couper l'air. « Êtes-vous certaine d'être à la bonne place ?» Sophie lève les yeux, surprise, ses écouteurs glissant légèrement de ses oreilles. « Oui, je suis en 1A. » répond-elle calmement, sa voix douce mais ferme. Un équilibre parfait entre politesse et assurance. Marianne tend la main, un sourire crispé aux lèvres, un sourire qui ne réchauffe rien. « Votre billet, s'il vous plaît. » Sophie fouille dans sa poche, sort le billet, et le tend sans hésiter, ses doigts légèrement tremblants sous le poids du regard de Marianne. Elle sent les yeux des autres passagers se poser sur elle, une pression invisible qui commence à peser comme une chape de plomb. Marianne examine le billet, ses lèvres se pincent en une ligne fine, presque dédaigneuse. Elle le retourne, le scrute longuement, puis lève les yeux vers Sophie, son regard glissant sur son sweat gris, ses jeans simples, ses baskets usées. « Où avez-vous eu ce billet ?» demande-t-elle, son ton devenant plus sec, presque accusateur, comme si Sophie avait commis un crime en osant s'asseoir là. « Mon père l'a réservé, »
répond Sophie, déconcertée par l'insistance de l'hôtesse, mais déterminée à ne pas se laisser intimider. Marianne hausse un sourcil, son sourire s'évanouissant complètement. « Et il voyage avec vous? » « Non, je suis seule, » dit Sophie, sa voix toujours posée, mais une pointe d'inquiétude commence à s'insinuer dans son esprit, une alarme discrète qui lui murmure que quelque chose ne va pas. Marianne rend le billet, mais ne bouge pas. Elle croise les bras, sa posture rigide, comme si elle défiait Sophie de rester là, comme si sa simple présence était une offense. « Ce siège est réservé aux passagers payants de première classe, » déclare-t-elle, sa voix assez forte pour que les rangées voisines l'entendent, un spectacle public qui commence à prendre forme. Pas pour les surclassements ou les promotions. Sophie fronce les sourcils, confuse, son cœur battant plus fort. « Je n'ai pas été surclassée, mon père a payé ce siège, c'est ma place. » Marianne secoue la tête, son sourire réapparaît, mais il est froid, presque cruel, un rictus qui semble dire qu'elle a déjà gagné. « Écoutez, ma petite, » dit-elle, le mot « petite » prononcé avec un mépris si palpable qu'il fait frémir Sophie, comme une gifle verbale assénée devant un public captif. « Je ne sais pas ce qui s'est passé à l'embarquement, mais vous devez aller à l'arrière, vous retardez tout le monde. » Ces mots frappent comme un coup de poignard, brutaux, publics, impitoyables. Les passagers autour se taisent, leurs regards oscillant entre Sophie et Marianne. Certains baissent les yeux, mal à l'aise, d'autres observent avec une curiosité malsaine, comme s'ils assistaient à un drame télévisé. Madame Dubois, une femme élégante en tailleur Chanel, assise 2 rangées plus loin, laisse échapper un ricanement sonore, ses lèvres peintes d'un rouge éclatant tordues en un sourire moqueur. Elle ne ressemble pas à une passagère de première classe, de toute façon, murmure-t-elle à son voisin, un homme d'affaires en costume gris qui hoche la tête sans un mot, ses lunettes reflétant la lumière comme un miroir de son indifférence. Ses paroles, bien que chuchotées, portent jusqu'à Sophie, chaque syllabe s'enfonçant dans sa peau comme une aiguille, amplifiant la honte qui commence à l'envahir. Le cœur de Sophie bat à tout rompre, une chaleur brûlante monte dans ses joues, une vague de honte suffocante menaçant de l'engloutir. Mais elle ne pleure pas, elle ne crie pas, elle serre les lèvres, attrape son sac à dos et se lève, ses jambes tremblantes mais sa démarche droite, refusant de montrer la moindre faiblesse. Marianne, satisfaite, fait un pas en arrière, mais dans un geste théâtral, elle laisse tomber le billet de Sophie au sol, comme par mégarde, un acte si délibéré qu'il en devient cruel. « Oups !» dit-elle, son sourire narquois trahissant l'intention, ses yeux brillant d'une satisfaction malsaine. Le billet atterrit au milieu de l'allée, froissé, exposé, comme une preuve matérielle de l'humiliation de Sophie. Les passagers regardent, certains détournent les yeux, d'autres murmurent entre eux, mais aucun n'intervient. Julien, un jeune steward qui assiste à la scène depuis la galée, sait que le billet est valide. Il l'a vérifié à l'embarquement, il a vu le nom de Sophie sur la liste VIP, marqué d'une étoile indiquant son statut particulier. Mais il baisse les yeux, ses lèvres scellées par la peur de contrarier Marianne, sa supérieure depuis des années. Son silence est une trahison, un choix lâche qui pèse lourd dans l'air déjà étouffant de la cabine, un acte de complicité qui rend l'injustice encore plus insupportable. Sophie sent ce silence comme une seconde gifle, plus douloureuse encore que les mots de Marianne. Sophie marche vers l'arrière, chaque pas résonnant comme un aveu de défaite qu'elle refuse d'accepter au fond d'elle. Les regards des passagers la suivent, certains compatissants mais muets, d'autres indifférents, leurs visages fermés comme des portes verrouillées. Madame Dubois murmure à nouveau, sa voix portant jusqu'à l'allée. Franchement, ils laissent n'importe qui en première classe de nos jours. Elle devrait être reconnaissante qu'on l'ait laissé monter à bord. Un autre passager, une femme d'âge mûr en tailleur strict, glousse doucement, ajoutant à l'humiliation, ses lunettes cerclées d'or scintillant sous les néons comme un symbole de son mépris. Ses commentaires, ses rires étouffés, s'enroulent autour de Sophie comme des chaînes, chaque mot amplifiant la douleur qui brûle dans sa poitrine. Elle s'assoit dans un siège étroit à l'arrière, près d'une rangée vide, son sac glissé sous le zabrac. Elle fixe le dossier devant elle, ses joues en feu, son cœur battant à tout rompre. Elle ne pleure pas, elle s'y refuse, car pleurer serait donner à Marianne la victoire qu'elle semble chercher. Mais la douleur est là,
sourde, profonde, alimentée par le silence complice de tous ceux qui ont vu et n'ont rien dit, par les rires de Madame Dubois, par la lâcheté de Julien, par l'indifférence de cette cabine entière qui l'a laissé marcher seule, jugée, effacée. Sophie sort son téléphone, ses doigts tremblants tapant un message rapide à son père. Elle m'a forcé à quitter la première classe, elle a jeté mon billet par terre et m'a appelé ma petite devant tout le monde. Elle a dit que je n'avais pas ma place et personne n'a rien dit. Ils ont ri. Elle appuie sur « Envoyer », ignorant que ce simple message va déclencher une tempête qui ébranlera non seulement Marianne, mais toute la cabine. À quelques rangées de là, Victor, vêtu d'un costume bleu marine taillé sur mesure, lit le message. Ses mâchoires se crispent, ses yeux s'assombrissent, un feu contenu brûlant dans son regard. Il ne bouge pas, ne parle pas, mais son calme est terrifiant, comme l'accalmie avant un ouragan dévastateur. Il porte une petite épingle en argent sur son revers, un symbole discret que seuls les initiés de l'industrie aérienne reconnaissent. Il est Victor Laurent, le milliardaire qui possède cette compagnie, cet avion, cette cabine et chaque personne à bord. Il observe Marianne qui continue de sourire aux autres passagers, distribuant des serviettes chaudes avec une assurance arrogante, comme si elle venait de résoudre un problème insignifiant. Mais Victor voit tout. Le mépris dans son sourire, la satisfaction dans ses gestes, la complicité des passagers qui murmurent et ricanent, l'inaction de Julien qui baisse les yeux comme un lâche. Il note chaque détail, chaque visage, chaque silence, son esprit aiguisé comme une lame enregistrant chaque offense. Victor sort son téléphone, compose un numéro et parle à voix basse, chaque mot pesé, chargé d'une autorité absolue. Contrôle exécutif, ici Victor Laurent. Nous avons un problème sur le vol 927. Une passagère de première classe, ma fille, Sophie Laurent, a été humiliée par une hôtesse, Marianne Dubois. Elle a jeté son billet au sol, l'a traité de manière dégradante et personne n'a réagi. Je veux une intervention immédiate. Dans le cockpit, le capitaine Dupont, un vétéran de 20 ans de service, reçoit l'appel du siège social. L'écran de communication s'allume, révélant un officier supérieur, son visage grave, presque figé. Capitaine, nous avons une situation critique. Sophie Laurent, passagère en 1A, a été retirée de son siège par Marianne Dubois. Son billet était valide. Elle est la fille de Victor Laurent, le PDG, qui est à bord en 1B. Il exige une action immédiate, et il n'est pas du genre à attendre. Le capitaine échange un regard avec son copilote, un jeune homme nerveux qui comprend l'ampleur du désastre. Le nom de Victor Laurent n'est pas seulement celui d'un passager important. C'est une force qui peut faire trembler toute la compagnie, un homme dont un seul appel peut mettre fin à des carrières. « Compris », répond le capitaine, sa voix tendue, son esprit déjà en alerte. « Convoquez l'hôtesse immédiatement. » Marianne, dans la galerie, verse du café dans une tasse en porcelaine, un sourire satisfait aux lèvres. Elle pense avoir rétabli l'ordre, avoir protégé l'élégance de la première classe contre une intruse qui, à ses yeux, n'avait rien à faire là. Elle ignore que les murmures des autres stewards, qui évitent son regard, signalent déjà que quelque chose ne va pas. Julien, toujours silencieux, trie des serviettes, ses mains tremblantes trahissant son malaise, mais il refuse de parler, de peur de perdre la faveur de Marianne. L'interphone grésille soudain, brisant le calme artificiel de la galerie. Marianne Dubois, veuillez vous présenter immédiatement au cockpit. Sa main tremble, la tasse cliquette contre la soucoupe, le café débordant légèrement. Elle jette un regard à Julien, qui détourne les yeux, lâche, refusant de l'aider. Elle redresse son uniforme, force un sourire, mais son cœur bat à tout rompre. Elle marche vers le cockpit, ignorant que chaque pas la rapproche d'une confrontation qui changera sa vie à jamais. Pendant ce temps, Sophie, à l'arrière, fixe le hublot, les lumières de la piste dansant dans ses yeux comme des étoiles moqueuses. Elle ne pleure pas, mais la honte brûle encore, amplifiée par les murmures de Madame Dubois, par le silence de Julien, par l'indifférence des autres passagers qui ont choisi de ne rien faire. Elle serre son téléphone, attendant une réponse de son père. Quand elle arrive, le message était bref, mais chargé d'une promesse. « Reste où tu es, Sophie. Je m'en occupe.
Personne ne te traite comme ça sans en payer le prix. Elle exhale lentement, un mélange de soulagement et de colère grondant en elle. Elle sait que son père ne laissera pas cela passer, mais ce qui la blesse le plus, ce n'est pas l'acte de Marianne, c'est le silence de tous les autres, ces témoins qui ont choisi de ne rien dire, de la laisser marcher seule dans l'allée, humiliée, jugée, effacée. Les rires de Madame Dubois, la lâcheté de Julien, l'indifférence de la cabine entière, tout cela alimente une colère sourde, non seulement en Sophie, mais dans l'air même de l'avion. Une tension qui monte, prête à exploser comme une tempête imminente. Et dans ce silence oppressant, une seule certitude. Justice sera rendue, et elle sera implacable. La cabine de l'avion, saturée par une tension presque palpable, semblait retenir son souffle, alors que Marianne, l'hôtesse de l'air au sourire crispé, sortait du cockpit, les jambes lourdes, le visage blême. Ses mains tremblaient légèrement, mais elle les serrait contre son uniforme impeccable, comme pour maintenir l'illusion de contrôle qui s'effritait à chaque pas. Quelques minutes plus tôt, elle avait été convoquée par le capitaine Dupont, un vétéran dont le regard sévère ne laissait aucune place à l'erreur. Sur l'écran de communication, un officier supérieur du siège social de la compagnie aérienne lui avait asséné la vérité comme un coup de massue. Sophie Laurent, la jeune fille qu'elle avait humiliée publiquement, n'était pas une intruse, mais la fille de Victor Laurent, le milliardaire qui possédait chaque siège, chaque hublot, chaque boulon de cet avion. Marianne avait été ordonnée de s'excuser devant tous les passagers et de ramener Sophie à sa place en première classe, un ordre qui résonnait comme une condamnation. Mais ce n'était pas seulement la peur d'une réprimande qui la consumait. C'était la réalisation, froide et implacable, qu'elle avait commis une erreur si grave qu'elle pourrait briser sa carrière. Pourtant, dans son esprit, une part d'elle s'accrochait encore à l'idée qu'elle n'avait fait que son travail, qu'elle avait protégé l'élégance de la première classe. Cette illusion, cependant, s'effondrait sous le poids des regards accusateurs des autres stewards, du silence oppressant de la cabine et de la colère sourde qui émanait de Sophie, assise à l'arrière, son regard fixé sur le hublot comme si elle refusait de donner à Marianne la satisfaction de l'avoir brisé. Marianne avançait dans l'allée, ses talons claquant plus doucement maintenant, chaque pas alourdi par l'humiliation qu'elle sentait monter. Les passagers la regardaient, certains avec une curiosité froide, d'autres avec un mépris à peine dissimulé. Madame Dubois, la passagère arrogante en tailleur Chanel, murmura à son voisin, son rouge à lèvres éclatant accentuant son sourire moqueur. On dirait qu'elle a enfin compris qu'elle a visé la mauvaise cible. Son commentaire, assez fort pour être entendu, fit ricaner quelques autres passagers, leur chuchotement s'entremêlant comme une toile d'araignée, emprisonnant Marianne dans un filet de honte. Julien, le jeune steward qui avait assisté à l'incident sans piper et mot, se tenait dans la galerie, feignant de ranger des plateaux, ses yeux fuyants, refusant de croiser ceux de Marianne. Elle lui lança un regard perçant, espérant un signe de soutien, mais il se détourna, lâche, sa complicité silencieuse plus douloureuse qu'un reproche ouvert. Ce silence, ce refus de Julien de reconnaître qu'il aurait pu arrêter cette catastrophe dès le début, en confirmant la validité du billet de Sophie, enflamma à Haïté la colère de Marianne, mais aussi sa propre culpabilité. Elle savait, au fond, qu'elle n'avait pas seulement jugé Sophie. Elle avait agi avec une arrogance qui avait maintenant des conséquences inéluctables. Arrivée à l'arrière de l'avion, Marianne s'arrêta près du siège de Sophie, ses mains moites serrées l'une contre l'autre. Sophie, toujours immobile, regardait par le hublot, ses écouteurs dans les oreilles, son visage impassible. Elle semblait presque intouchable, une statue de dignité sculptée dans la douleur. Marianne s'accroupit légèrement, tentant de se mettre à son niveau, mais le geste semblait forcé, maladroit. « Mademoiselle Laurent », commença-t-elle, sa voix tremblante, dénuée de l'assurance qu'elle arborait quelques minutes plus tôt. « Il y a eu un malentendu. Je vous prie de retourner à votre siège en première classe. » Sophie retira lentement un écouteur, ses yeux sombres se posant sur Marianne, un regard si perçant qu'il semblait pénétrer jusqu'à l'âme. « Un malentendu ?» répéta-t-elle, sa voix douce mais chargée d'une froideur qui fit frissonner Marianne. « Vous avez vu mon billet, vous l'avez jeté par terre.
Vous m'avez appelé ma petite, et vous m'avez dit que je n'avais pas ma place. Ce n'est pas un malentendu, c'est une décision que vous avez prise. Les mots de Sophie, prononcés sans élever la voix, étaient comme des lames, chaque syllabe coupant plus profondément que la précédente. Les passagers à proximité, qui avaient faim de ne pas écouter, se figèrent. Un murmure parcourut les rangées, un mélange de choc et de malaise. Madame Dubois, à l'avant, chuchota à nouveau, son ton venimeux. Elle ose lui répondre comme ça? Quelle insolence! Mais cette fois, un autre passager, une femme âgée nommée Claire, assise quelques rangs devant, se retourna brusquement. « Et vous, madame, pourquoi avez-vous ri quand cette jeune fille a été humiliée? Votre silence est aussi coupable que son acte. » lança-t-elle, sa voix tremblante d'indignation. Madame Dubois rougit, ses lèvres pincées, mais elle ne répondit pas, son arrogance vacillant sous le poids de cette accusation publique. Ce moment, ce bref éclat de justice, ne fit qu'amplifier la tension dans la cabine, une tension qui semblait prête à exploser à tout instant. Marianne, acculée, sentit la sueur perler sur son front. Elle tenta de reprendre contenance, son sourire forcé réapparaissant. « Je m'excuse si je vous ai offensé, » dit-elle, les mots sonnant creux, comme une formule apprise par cœur. Sophie inclina légèrement la tête, son regard ne vacillant pas. « Vous ne vous excusez pas pour m'avoir offensé, vous vous excusez parce que vous avez été prise sur le fait. Pourquoi m'avez-vous choisi, moi? Vous n'avez demandé son billet à personne d'autre en première classe, juste à moi. Pourquoi? » La question, simple mais implacable, résonna dans la cabine comme un coup de tonnerre. Les passagers se turent complètement, leurs regards oscillant entre Sophie et Marianne, attendant une réponse. Marianne ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Elle chercha ses mots, son esprit s'embrouillant sous la pression de ses yeux qui la fixaient, non seulement ceux de Sophie, mais ceux de toute la cabine, des témoins silencieux qui, pour la première fois, semblaient juger elle au lieu de Sophie. Julien, toujours dans la galée, entendit l'échange et sentit son estomac se nouer. Il savait qu'il aurait dû parler, qu'il aurait dû dire dès le début que le billet de Sophie était valide, qu'elle était sur la liste VIP. Mais il avait choisi le silence, par peur, par loyauté mal placée envers Marianne, et maintenant ce silence le rongeait. Il murmura à une autre hôtesse, Emma, une jeune recrue aux yeux vifs. Elle aurait dû vérifier correctement. Emma le fusilla du regard. « Et toi, Julien? Tu savais, non? Tu l'as laissé faire. Tu es aussi coupable qu'elle. » Julien blêmit, ses mains tremblantes saisissant un plateau pour se donner une contenance, mais le poids de sa lâcheté était insupportable. Ce moment, cette accusation d'Emma, ajoutait une couche supplémentaire à l'indignation qui montait dans la cabine, une indignation partagée par ceux qui commençaient à réaliser l'ampleur de l'injustice commise. Sophie, toujours assise, attrapa son téléphone et tapa un message à son père. Elle me demande de revenir, mais elle ne comprend toujours pas ce qu'elle a fait. Elle refuse de répondre pourquoi elle m'a ciblé. Que dois-je faire? La réponse de Victor arriva en quelques secondes, concise, mais chargée d'une autorité froide. « Prends ton temps, Sophie, fais-lui comprendre. Elle n'échappera pas à ça. » Sophie rangea son téléphone, ses yeux revenant sur Marianne, qui semblait rapetisser sous son regard. « Je retourne en première classe, » dit-elle enfin, sa voix calme mais tranchante comme une lame. « Mais pas parce que vous le demandez, parce que c'est ma place, et vous n'aviez aucun droit de me l'enlever. » Elle se leva, son sac à dos sur l'épaule, et marcha vers l'avant, sa démarche assurée, sa tête haute, comme une reine reprenant son trône. Les passagers la suivirent des yeux, certains avec admiration, d'autres avec honte, leurs murmures s'éteignant sous le poids de sa dignité. Marianne, figée, sentit ses joues s'enflammer. Elle suivit Sophie, ses talons claquant plus faiblement maintenant, chaque pas un rappel de son erreur. Lorsqu'elles atteignirent la première classe, Sophie s'assit à sa place, près du hublot, sans un regard pour Marianne. Victor, assis en 1B, ne leva pas les yeux de son téléphone, mais son silence était plus éloquent qu'un cri. Marianne tenta de reprendre ses tâches, offrant des sourires forcés aux autres passagers, mais son assurance s'était envolée.
Madame Dubois, toujours prompte à juger, murmura à son voisin. Elle croit qu'elle peut juste s'excuser et tout oublier? Pathétique! Mais cette fois, un autre passager, un homme d'âge mûr nommé Pierre, se sentit obligé d'intervenir. Allons, ce n'était qu'une erreur, non? Elle ne voulait pas offenser, dit-il à Sophie, sa voix hésitante, cherchant à apaiser la tension. Sophie le regarda froidement, son regard perçant comme une flèche. Une erreur, c'est oublier un bagage. Pas me dire de bouger parce que je ne ressemble pas à une passagère de première classe. Pas jeter mon billet par terre et me traiter comme une moins que rien. Pierre se tut, gêné, ses joues rougissant sous le poids de sa propre maladresse. Ce moment, ce faux pas de Pierre, amplifia l'indignation dans la cabine, les passagers commençant à murmurer entre eux, certains choqués par l'audace de Sophie, d'autres par l'injustice qu'elle avait subie. Dans la galerie, Marianne s'effondra presque contre le comptoir, ses mains tremblantes. Julien s'approcha, hésitant, et murmura « Tu aurais dû vérifier son billet correctement. » Marianne le fusilla du regard, sa voix sifflante de colère. « Et toi, Julien, tu savais que son billet était valide. Pourquoi n'as-tu rien dit? Tu m'as laissé faire. » Julien haussa les épaules, son visage fermé, refusant de prendre ses responsabilités. « Ce n'était pas à moi de le dire, tu es la responsable. » Cette réponse, cette esquive lâche, fit bouillir Marianne, mais elle savait qu'il avait raison. Elle avait fait le choix, elle avait agi, et maintenant elle en payait le prix. Emma, l'autre hôtesse, observait la scène, ses yeux brûlant d'un mépris silencieux. « Vous êtes tous les deux pathétiques, » murmura-t-elle, assez bas pour que seuls ils l'entendent. « Vous avez laissé une adolescente être humiliée pour rien, et maintenant vous vous rejetez la faute. » Ce reproche, prononcé avec une froideur cinglante, était comme un poignard planté dans la poitrine de Marianne et Julien, amplifiant le sentiment d'injustice qui planait dans la cabine. Pendant ce temps, dans le cockpit, le capitaine Dupont recevait des mises à jour du siège social. L'officier supérieur, un homme nommé Paul Martin, parlait avec une urgence contenue. Victor Laurent a contacté le conseil d'administration. Il ne veut pas seulement des excuses. Il exige une révision complète de l'incident et il veut que Marianne soit tenue responsable immédiatement. Le capitaine hocha la tête, son visage impassible mais son esprit en ébullition. Il connaissait la réputation de Victor Laurent, un homme qui n'avait pas besoin de crier pour se faire entendre, un homme dont chaque mot portait le poids d'un empire. « Compris, » répondit-il. « Marianne a été informée. Elle s'excuse en ce moment même. » Mais Paul secoua la tête. « Ce n'est pas suffisant. Victor est dans la cabine et il observe tout. Assurez-vous que justice soit rendue ou les conséquences seront graves. » Dans la cabine, Sophie, de retour à son siège en première classe, posa son sac à dos et ajusta ses écouteurs, son visage impassible mais ses yeux brûlants d'une colère contenue. Elle n'avait pas besoin de parler pour que sa présence domine la cabine. Les passagers, qui avaient ri ou détourné les yeux plus tôt, semblaient maintenant mal à l'aise, leur regard fuyant, évitant le sien. Madame Dubois, toujours incapable de se taire, murmura à son voisin. « Elle croit qu'elle a gagné, mais elle n'a rien prouvé. » Ces mots, entendus par Claire, la passagère âgée, déclenchèrent une nouvelle vague d'indignation. « Assez !» s'écria Claire, sa voix tremblante mais ferme. « Vous avez ri quand cette jeune fille a été humiliée. Vous avez ajouté à sa douleur avec vos commentaires mesquins. Vous n'êtes pas meilleure qu'elle. » Madame Dubois se figea, ses joues s'enflammant, mais elle ne répondit pas, son arrogance brisée par cet éclat public. Ce moment, cette confrontation inattendue, fit vibrer la cabine d'une énergie nouvelle, une colère collective qui semblait enfin se réveiller face à l'injustice. Marianne, dans la galerie, sentit la tension monter comme une vague prête à l'engloutir. Elle tenta de se ressaisir, saisissant une pile de serviettes pour se donner une contenance, mais ses mains tremblaient tellement qu'elle les laissa tomber. Julien, toujours à ses côtés, murmura. « Tu devrais peut-être parler à Victor, lui expliquer. » Marianne le regarda, incrédule. « Expliquer quoi? Que j'ai fait mon travail? Que j'ai suivi le protocole? » Mais sa voix se brisa, et elle savait que ce n'était pas vrai.
Elle n'avait pas suivi le protocole. Elle avait jugé Sophie sur son apparence, sur son sweat usé, sur sa peau, sur son âge, et elle l'avait fait avec une assurance arrogante qui maintenant la hantait. Emma, qui observait toujours, secoua la tête. « Tu n'as pas suivi le protocole, Marianne. Tu as suivi tes préjugés, et maintenant, tout le monde le sait. » Ces mots, prononcés avec une clarté brutale, étaient comme un miroir tendu devant Marianne, révélant une vérité qu'elle ne pouvait plus ignorer. Sophie, dans son siège, reçut un autre message de son père. « Elle t'a humiliée, mais elle ne le fera plus jamais. Reste forte. » Nous atterrissons bientôt. Sophie ferma les yeux un instant, laissant la colère et la douleur se mélanger dans sa poitrine. Elle n'était pas seulement en colère contre Marianne, mais contre tout ce que cette cabine représentait. Le silence des puissants, les rires des arrogants, la lâcheté des complices. Elle rouvrit les yeux et regarda autour d'elle, notant chaque visage, chaque murmure. Madame Dubois, toujours murmureuse, continuait de répandre ses commentaires venimeux, mais maintenant, d'autres passagers commençaient à lui jeter des regards désapprobateurs. Pierre, l'homme qui avait tenté de défendre Marianne, baissa les yeux, honteux de son intervention maladroite. Julien, dans la galerie, semblait rapetissé sous le poids de sa propre culpabilité. Et Marianne, autrefois reine de cette cabine, n'était plus qu'une ombre, ses gestes mécaniques, son sourire éteint. La cabine entière semblait vibrer d'une colère contenue, une indignation qui montait comme une tempête prête à éclater. Sophie, au centre de tout cela, restait calme, mais sa présence était une force, un défi silencieux à tous ceux qui avaient choisi de l'ignorer. Elle n'avait pas besoin de crier pour être entendue. Sa dignité, sa force, son refus de se plier à l'injustice parlaient plus fort que n'importe quel cri. Et dans le cockpit, le capitaine Dupont savait que ce n'était que le début. L'appel du siège social avait été clair. Victor Laurent ne se contenterait pas d'excuses. Il voulait justice, et il l'obtiendrait, d'une manière ou d'une autre. La cabine, les passagers, les stewards, tous attendaient maintenant, suspendus dans une tension insoutenable, l'atterrissage qui promettait de tout changer. L'avion toucha le tarmac dans un grondement sourd, mais l'atmosphère dans la cabine était tout sauf apaisée. Une tension lourde, presque suffocante, planait encore, comme si chaque passager retenait son souffle, conscient que l'atterrissage ne marquait pas la fin de cette tempête, mais plutôt son point culminant. Les néons clignotaient, le signal des ceintures s'éteignit avec un tintement sec, et pourtant personne ne bougea immédiatement. Les regards convergeaient vers l'avant de la cabine, où Sophie, assise en première classe, fixait le hublot, son visage impassible, mais ses yeux brûlants d'une colère contenue, une colère qui semblait vibrer dans l'air même. À ses côtés, Victor, son père, restait immobile, son costume bleu marine impeccable contrastant avec l'orage silencieux qui émanait de lui. Marianne, l'hôtesse qui avait déclenché ce drame en humiliant Sophie, se tenait cachée derrière le rideau de la galerie, ses mains tremblantes agrippant le comptoir, son assurance d'antan réduite en cendres. Julien, le jeune steward complice par son silence, évitait tout contact visuel, son visage blême révélant une culpabilité qu'il ne pouvait plus ignorer. Madame Dubois, la passagère arrogante, continuait de murmurer ses commentaires venimeux, mais ses mots, autrefois perçants, semblaient maintenant se heurter à un mur de mépris collectif. Et dans cette cabine, où chaque regard, chaque silence, chaque murmure portait le poids d'une injustice criante, un dénouement approchait, inéluctable, implacable, prêt à ébranler non seulement Marianne, mais tout un système. Lorsque l'interphone grésilla, annonçant l'arrivée à destination, la voix du capitaine Dupont, calme mais tendue, résonna dans la cabine. « Mesdames et messieurs, bienvenue à votre destination. Veuillez rester assis jusqu'à ce que nous soyons à la porte et que le signal des ceintures soit éteint. Merci d'avoir voyagé avec nous. » Mais ces mots, habituellement routiniers, sonnaient creux, comme une formalité vide face à l'ampleur de ce qui venait de se passer. Les passagers commencèrent à rassembler leurs affaires, mais leurs mouvements étaient lents, leurs regards fuyants, comme s'ils craignaient de croiser les yeux de Sophie ou de Victor. Madame Dubois, toujours incapable de se taire, murmura à son voisin « Tout ce drame pour une gamine en sweat, franchement, c'est ridicule. » Mais cette fois, Claire, la passagère âgée qui avait déjà défié son arrogance, se retourna vivement. « Ridicule?
siffla-t-elle, sa voix tremblante d'indignation. Vous avez ri quand cette jeune fille a été humiliée. Vous avez ajouté à sa douleur avec vos remarques mesquines. C'est vous qui êtes ridicule. Les mots de Claire, comme un coup de fouet, firent taire Madame Dubois, dont les joues s'enflammèrent de honte. Les autres passagers, témoins de cet échange, murmurèrent leur approbation, une vague d'indignation collective commençant à se former, une colère qui ne visait plus seulement Marianne, mais tous ceux qui, par leur silence ou leur rire, avaient contribué à cette injustice. Un clic métallique résonna soudain à l'avant de la cabine. La porte s'ouvrit et un officier de sécurité, grand, imposant, vêtu d'un uniforme sombre, monta à bord. Son regard balaya la cabine avec une autorité froide et sa voix, claire et tranchante, brisa le silence. « Marianne Dubois » appela-t-il. Un frisson parcourut l'assemblée. Les passagers se figèrent, leurs sacs à moitié fermés, leurs regards rivés sur l'officier. Marianne émergea lentement de derrière le rideau de la galerie, son visage pâle, ses mains tremblantes. Elle tenta de redresser son uniforme, mais ses gestes étaient maladroits, dépourvus de l'assurance qu'elle affichait autrefois. « Oui, » murmura-t-elle, sa voix à peine audible. « Vous devez nous suivre, » dit l'officier, son ton dénué d'émotion mais chargé d'une autorité incontestable. Il y a eu des rapports d'un incident discriminatoire impliquant une passagère de première classe. Monsieur Victor Laurent a requis une révision immédiate. Les passagers retinrent leur souffle, certains échangeant des regards choqués, d'autres hochant la tête avec une satisfaction discrète. Marianne hocha la tête, ses lèvres pincées, et commença à marcher dans l'allée, l'officier sur ses talons. Chaque pas était un écho de l'humiliation qu'elle avait infligée à Sophie, une marche de la honte inversée où elle, autrefois juge, était maintenant jugée. Sophie, toujours assise, observa la scène sans un mot, son visage impassible mais ses yeux brûlants d'une intensité qui semblait transpercer Marianne. Elle ne sourit pas, ne triompha pas, mais sa présence, calme et inébranlable, était plus puissante que n'importe quelle démonstration de colère. Victor, à ses côtés, ne leva pas les yeux de son téléphone, mais un léger serrement de sa mâchoire trahissait la tempête qu'il contenait. Alors que Marianne passait près de leur rangée, elle osa un regard furtif vers Sophie, espérant peut-être un signe de clémence, mais elle ne rencontra qu'un regard froid, un regard qui disait « Tu sais ce que tu as fait ». Ce silence, cette absence de réaction était plus accablant que n'importe quel reproche. Marianne détourna les yeux, ses joues en feu, et continua sa marche, chaque pas résonnant comme un compte à rebours vers une chute inévitable. Les passagers la regardaient, certains avec curiosité, d'autres avec une satisfaction froide, mais aucun avec pitié. Elle avait marché dans cette allée des centaines de fois, pleine d'autorité, mais aujourd'hui, ses pas étaient lourds, vides, comme si elle portait le poids de chaque jugement qu'elle avait porté contre Sophie. Dans le salon VIP de l'aéroport, loin des regards indiscrets, Sophie et Victor s'installèrent dans des fauteuils en cuir, un havre de calme après la tempête de la cabine. Victor posa son téléphone et regarda sa fille, son regard doux mais sérieux. « Tu vas bien ?» demanda-t-il, sa voix basse, empreinte d'une tendresse paternelle. Sophie hocha la tête, ses doigts serrant un gobelet de thé chaud. « Ils n'ont pas osé m'approcher après que je suis revenu en première classe, dit-elle, un léger sourire ironique aux lèvres. Victor esquissa un sourire, mais ses yeux restaient graves. « Bien. Marianne est suspendue, et ce n'est que le début. J'ai ordonné une révision complète des politiques de la compagnie. Ce qui t'est arrivé ne se reproduira plus. Pas pour toi, pas pour quiconque. » Sophie hocha la tête, mais son regard se perdit dans le vide. Elle n'était pas seulement en colère contre Marianne, mais contre tout ce que cet incident révélait. Le silence des passagers, les rires de Madame Dubois, la lâcheté de Julien, l'aveuglement d'un système qui permettait à une adolescente d'être humiliée simplement parce qu'elle ne correspondait pas à une image. « Ils n'ont rien dit, papa, » murmura-t-elle. « Personne n'a bougé. Ils m'ont laissé marcher seul dans cette allée, comme si je ne valais rien. » Victor posa une main sur son épaule, son regard durcissant. « Ils paieront tous, d'une manière ou d'une autre. Mais toi, tu as tenu bon. Tu as montré à tout le monde ce que signifie être forte. »
Pendant ce temps, dans une salle administrative stérile de l'aéroport, Marianne faisait face à deux cadres de la compagnie, Paul Martin, directeur des opérations aériennes, et une femme sévère, Élise Moreau, responsable de la conformité. La pièce était froide, les murs gris, les lumières trop vives, comme un tribunal improvisé. Paul ouvrit un dossier épais, ses yeux scrutant Marianne avec une froideur implacable. « Vous avez humilié la fille du PDG devant une cabine pleine de passagers, » dit-il, sa voix basse mais tranchante. « Vous avez jeté son billet au sol, vous l'avez traitée comme une intruse, et tout cela parce qu'elle ne ressemblait pas à une passagère de première classe. Expliquez-vous. » Marianne, les larmes aux yeux, tenta de se défendre. « Je pensais qu'elle n'était pas à sa place. J'ai cru faire mon travail. » Paul secoua la tête, son regard dur. « Votre travail? Votre travail était de vérifier son billet, pas de juger son apparence. Vous avez agi par préjugé, et maintenant, cet incident est partout en ligne. » Il fit glisser une tablette vers elle, montrant une vidéo floue, filmée par un passager, où l'on voyait Marianne jeter le billet de Sophie au sol, son sourire narquois, et Sophie, tête baissée, marchant vers l'arrière. Les commentaires sous la vidéo étaient impitoyables, certains racistes, d'autres indignés, mais tous amplifiaient l'ampleur du scandale. « Vous avez créé une catastrophe pour cette compagnie, » ajouta Élise, sa voix glaciale. « Et vous avez humilié une adolescente devant son père, qui se trouve être Victor Laurent. » Marianne sentit son estomac se nouer, ses mains tremblant sur ses genoux. « Je ne savais pas qui elle était, » murmura-t-elle, mais sa voix sonnait faible, désespérée. Paul se pencha en avant, son regard perçant. « Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que vous l'avez jugée avant même de vérifier son billet. Vous l'avez humiliée publiquement, et personne, ni vous, ni les autres stewards, ni les passagers, n'a levé le petit doigt pour l'arrêter. » Marianne baissa les yeux, incapable de répondre. Élise poursuivit, impitoyable. « Vous êtes suspendu sans salaire, effectif immédiatement. Une audience disciplinaire aura lieu dans les 72 heures. Vous êtes interdite d'accès aux installations de la compagnie jusqu'à nouvel ordre. » Marianne hocha la tête, ses lèvres tremblantes, mais aucun mot ne sortit. Elle se leva, ses jambes lourdes, et quitta la pièce, escortée par un agent de sécurité, chaque pas résonnant comme un glas. Elle avait passé 15 ans à construire sa carrière, à régner sur les cabines, à former des stewards comme Julien, mais maintenant, elle n'était plus rien qu'une femme brisée par son propre orgueil. Dans le salon VIP, Sophie reçut un message de son père, qui s'était levé pour répondre à un appel. « Il s'occupe de Marianne. Reste ici, je reviens. » Sophie sirota son thé, son regard perdu dans les lumières de l'aéroport. Elle repensait à chaque moment de ce vol, l'humiliation de Marianne, le silence de Julien, les rires de Madame Dubois, l'inaction des autres passagers. Ce n'était pas seulement Marianne qui l'avait blessée, c'était le silence collectif, cette complicité passive qui avait permis à l'injustice de prospérer. Elle ouvrit son téléphone et vit que la vidéo de l'incident, publiée sur les réseaux sociaux, était devenue virale. Les commentaires étaient un mélange de soutien et de haine, certains défendant Sophie, d'autres lançant des insultes racistes, accusant sa famille d'acheter son privilège. Chaque mot était comme une nouvelle blessure, mais Sophie ne pleura pas. Elle avait appris, bien avant ce vol, que la colère était plus puissante que les larmes. Victor revint et s'assit à ses côtés, son regard sérieux. « La compagnie va changer, dit-il. J'ai ordonné des formations obligatoires sur les préjugés pour tout le personnel, des protocoles de surveillance renforcés et un système de signalement en temps réel. Ce qui t'est arrivé ne se reproduira plus. » Sophie hocha la tête, mais ses yeux restaient fixés sur le sol. « Ce n'est pas seulement pour moi, papa, » murmura-t-elle. « C'est pour tous ceux qui n'ont pas quelqu'un comme toi derrière eux. » Victor posa une main sur son épaule, un sourire triste aux lèvres. « Tu as raison, et c'est pourquoi nous allons faire plus. Tu as déclenché quelque chose, Sophie, quelque chose de grand. » Quelques jours plus tard, Marianne, seule dans son appartement, fixait son uniforme accroché à la porte, un symbole désormais vide de son autorité perdue. Elle avait écrit une lettre à Sophie, transmise via Victor,
un acte de désespoir autant que de sincérité. Chère Sophie, je ne mérite pas votre pardon. J'ai agi par préjugé, et je l'admets maintenant. J'ai cru que vous n'aviez pas votre place, non pas à cause de votre billet, mais à cause de mon propre regard. J'ai honte. Je promets de changer. Si vous acceptez, je voudrais m'excuser en personne. Sophie lut la lettre pensive dans le bureau de son père, un espace moderne aux grandes fenêtres donnant sur la ville. Elle tapa une réponse, ses mots clairs, sans colère mais sans indulgence. Marianne, je ne veux pas d'excuses en personne. Ce n'est pas pour vous que j'accepte votre lettre, mais parce que je crois que les gens peuvent apprendre. Mais sachez ceci, ce n'est pas juste à propos de moi. C'est à propos de tous ceux qui sont jugés avant de parler. J'étais chanceuse, mon père était là. Mais la plupart des gens n'ont personne pour les défendre. Elle envoya le message, sentant un poids s'alléger, non pas par pardon, mais par la clarté de sa propre voix. Julien, de son côté, tenta de se justifier auprès d'Emma, l'hôtesse qui l'avait accusée de complicité. « J'étais sous pression, Marianne est ma supérieure », plaida-t-il, mais Emma secoua la tête, dégoûtée. « Tu as vu une injustice et tu as choisi de te taire. Ce n'est pas de la pression, c'est de la lâcheté. » Ces mots, prononcés avec une froideur cinglante, restèrent gravés dans l'esprit de Julien, une condamnation qu'il porterait longtemps. Madame Dubois, quant à elle, continua de murmurer ses plaintes sur les réseaux sociaux. Mais ses commentaires furent rapidement submergés par une vague d'indignation publique, des internautes dénonçant son comportement mesquin et son rôle dans l'humiliation de Sophie. Cette vague, alimentée par la vidéo virale, transforma l'incident en un scandale national, une clameur exigeant justice, non seulement pour Sophie, mais pour tous ceux qui avaient été jugés à tort. Des semaines plus tard, Sophie se tenait devant une salle de conférence universitaire, invitée par une professeure de sociologie à partager son expérience. Vêtue d'un simple pull et d'un jean, elle parlait avec une assurance calme, sa voix portant une force qui captivait l'audience. Quand personne ne s'est levé pour moi, ça ne m'a pas surprise, dit-elle, ses yeux balayant la salle. Ce qui m'a fait mal, c'est que je m'y attendais. J'ai été conditionné à baisser la tête, à éviter d'être qualifié de difficile, à rester poli face à l'humiliation. Mais ce que j'ai appris, c'est que le silence des puissants est plus dangereux que le préjugé affiché. La salle était silencieuse, les étudiants buvant ses paroles. Mon père possède une compagnie aérienne. C'est pourquoi cette histoire s'est terminée ainsi. Mais qu'en est-il de ceux qui n'ont personne pour les défendre? Ceux qui ne récupèrent jamais leur siège? C'est pour eux que j'ai parlé. Pas pour la vengeance, mais pour que ça compte. Les applaudissements montèrent, lents mais sincères, un hommage à sa force, à sa clarté. Une étudiante, Aïcha, s'approcha après, tenant un carnet, ses yeux brillants de larmes contenues. « On m'a déjà dit de quitter un siège dans un train, » confia-t-elle. « J'avais le billet, mais ils ne m'ont pas cru. J'avais trop peur pour parler. » Sophie la regarda, un sourire doux mais ferme. « Tu n'es pas seule, Aïcha. Ton silence d'alors ne rend pas ta voix moins importante aujourd'hui. » Aïcha hocha la tête, reconnaissante, et s'éloigna, son carnet serré contre elle. Sophie rangea ses affaires, son cœur plus léger, non pas parce qu'elle avait pardonné, mais parce qu'elle avait transformé sa douleur en quelque chose de plus grand. Des mois plus tard, Marianne retourna au travail, sous probation, après avoir suivi des formations intensives sur les préjugés. Lors de son premier vol, elle vit un jeune garçon noir en première classe, seul, nerveux, son sweat rappelant celui de Sophie. Elle s'agenouilla à son niveau, un sourire sincère aux lèvres. « Tu veux un jus de fruits? Tu as le meilleur siège de l'avion, » dit-elle doucement. Le garçon sourit, timidement, et Marianne sentit une chaleur nouvelle dans sa poitrine, un début de rédemption. Elle écrivit une lettre à Sophie, glissée dans une enveloppe manuscrite. « Aujourd'hui, j'ai vu un enfant en première classe. Je ne l'ai pas questionné. Je lui ai souri. Merci de m'avoir appris à voir différemment. » Sophie lut la lettre, la plia soigneusement et la rangea dans son carnet. Elle ne répondit pas. Certaines choses, elle le savait, étaient mieux gardées en silence
comme des graines plantées pour un changement durable. Lors d'un vol ultérieur, Sophie, assise en classe économique par choix, passa devant un jeune garçon noir en première classe, ses jambes balançant joyeusement. Une nouvelle hôtesse, souriante, lui tendit un plateau. « Tu as le meilleur siège, petit !» dit-elle avec chaleur. Sophie sourit, un sourire discret mais profond, car elle savait que le changement, bien que lent, avait commencé. Ce n'était pas seulement une victoire pour elle, mais pour tous ceux qui, un jour, pourraient s'asseoir sans crainte d'être jugés. Et dans ce sourire, il y avait une colère apaisée, une justice conquise, et une promesse que le silence ne triompherait plus jamais. L'histoire d'une leçon dans les airs n'est pas seulement un récit dramatique sur une injustice survenue à bord d'un avion. C'est une parabole puissante sur les préjugés, le silence complice et la force de la résilience face à l'humiliation. À travers l'expérience de Sophie, une jeune fille confrontée à la discrimination publique de l'hôtesse Marianne et les réactions contrastées des personnages comme Victor, Julien, Madame Dubois et Claire, cette histoire touche des cordes sensibles universelles, la quête de justice, la douleur de l'exclusion et le courage de défier l'injustice. En tant que Français, où les valeurs d'égalité, de liberté et de fraternité sont au cœur de notre identité culturelle, ce récit résonne profondément, nous invitant à réfléchir à nos propres comportements, à nos silences et à notre responsabilité dans la lutte contre les préjugés. Voici mes réflexions sur ce que cette histoire nous enseigne et comment nous pouvons appliquer ces leçons dans notre vie quotidienne. Tout d'abord, l'histoire de Sophie met en lumière la douleur brutale des préjugés, une réalité qui transcende les frontières et les cultures. Lorsqu'elle est arrachée de son siège en première classe, non pas à cause de son billet mais à cause de son apparence, son sweat usé, sa jeunesse, sa couleur de peau, Sophie devient le symbole de tous ceux qui sont jugés avant même d'avoir eu la chance de parler. Cette scène, où Marianne laisse tomber son billet au sol avec un sourire narquois, est d'une cruauté presque insoutenable. Elle évoque une vérité universelle. Les préjugés ne sont pas des erreurs innocentes, mais des choix actifs, souvent enracinés dans des stéréotypes inconscients. En France, où la devise républicaine proclame l'égalité, cette histoire nous rappelle que les préjugés persistent, même dans des espaces censés être neutres, comme une cabine d'avion. La douleur de Sophie, amplifiée par les rires de Madame Dubois et le silence de Julien, reflète une réalité que beaucoup vivent au quotidien. Être jugé non pour ce que l'on est, mais pour ce que les autres projettent sur nous. Cette prise de conscience m'a profondément ému, car elle nous oblige à nous interroger. Combien de fois avons-nous, sans le vouloir, laissé nos propres préjugés guider nos jugements? Combien de fois avons-nous regardé quelqu'un, dans un métro, un café, un bureau, et fait des suppositions sur sa place, son statut, sa valeur? La leçon la plus frappante ici est la nécessité de reconnaître et de confronter nos propres biais. En France, où la laïcité et l'égalité sont des piliers, il est facile de croire que nous sommes immunisés contre les préjugés. Pourtant, l'histoire de Marianne montre que même les personnes expérimentées, professionnelles, peuvent succomber à des jugements hâtifs. Marianne n'a pas vérifié le billet de Sophie avec soin. Elle a agi sur une intuition biaisée, convaincue que Sophie ne correspondait pas à l'image d'une passagère de première classe. Cette erreur, amplifiée par son arrogance, nous enseigne que les préjugés ne sont pas seulement le fruit de l'ignorance, mais aussi de l'orgueil. Appliquer cette leçon dans la vie quotidienne signifie s'arrêter, réfléchir et questionner nos premières impressions. Par exemple, dans un contexte professionnel, ai-je déjà jugé un collègue sur son apparence ou son accent avant de connaître ses compétences? Dans un café parisien, ai-je déjà levé un sourcil devant quelqu'un qui semblait ne pas appartenir à l'espace? Cette histoire nous invite à pratiquer une humilité intellectuelle, à reconnaître que nos perceptions peuvent être faussées et à chercher la vérité au-delà des apparences. Mais au-delà des préjugés individuels, une leçon dans les airs expose la complicité du silence, une vérité qui m'a profondément troublé. Julien, le jeune steward, savait que le billet de Sophie était valide, mais il a choisi de se taire, par peur ou par loyauté mal placée envers Marianne. Les passagers, témoins de l'humiliation, ont détourné les yeux, certains riant avec Madame Dubois, d'autres restant muets.
Ce silence collectif est presque plus douloureux que l'acte de Marianne, car il transforme une injustice individuelle en une blessure collective. En France, où l'esprit de solidarité est célébré, ce silence est une trahison des valeurs de fraternité. Il nous rappelle que l'injustice prospère non pas seulement à cause des actes des coupables, mais à cause de l'inaction des témoins. Cette leçon est particulièrement pertinente dans notre société contemporaine, où les réseaux sociaux amplifient à la fois les injustices et les opportunités de les dénoncer. Combien de fois avons-nous vu une remarque discriminatoire dans un groupe WhatsApp, un commentaire raciste sur Twitter ou une injustice dans la rue et choisi de ne rien dire? Le silence de Julien, le rire de Madame Dubois sont des miroirs tendus vers nous, nous demandant: serions-nous restés silencieux, nous aussi? Appliquer cette leçon dans la vie quotidienne exige du courage, une qualité que Sophie incarne avec une force remarquable. Malgré l'humiliation, elle reste calme, posant des questions simples mais percutantes à Marianne. Pourquoi moi? Pourquoi pas les autres? Ce courage, cette dignité face à l'adversité, est un modèle pour nous tous. En France, où les débats sur l'identité et la diversité sont souvent passionnés, il est crucial de s'inspirer de Sophie pour confronter l'injustice, même lorsque cela semble intimidant. Par exemple, dans un dîner entre amis, si quelqu'un fait une remarque stéréotypée, aurais-je le courage de dire: pourquoi penses-tu cela? Explique-moi. Dans une réunion professionnelle, si un collègue est injustement mis à l'écart, oserais-je prendre la parole? Sophie nous enseigne que confronter l'injustice ne nécessite pas toujours des cris ou des gestes grandioses. Parfois, une question calme, posée avec assurance, peut être plus puissante qu'un discours enflammé. L'histoire met également en lumière le pouvoir de l'action collective et institutionnelle, incarné par Victor. En tant que PDG, il utilise son influence pour exiger des excuses publiques, suspendre Marianne et réformer les politiques de la compagnie. Cette intervention, bien que motivée par l'amour paternel, souligne l'importance de la responsabilité systémique. En France, où les institutions jouent un rôle clé dans la défense des droits, cette leçon nous rappelle que le changement durable nécessite plus que des actions individuelles. Les formations contre les préjugés, les protocoles de surveillance, les systèmes de signalement, tous instaurés par Victor, sont des exemples concrets de ce que nous pouvons exiger de nos écoles, entreprises et gouvernements. Par exemple, dans une entreprise, pourrais-je pousser pour des formations sur la diversité? Dans une association, pourrais-je proposer des mécanismes pour signaler les discriminations? Cette histoire nous encourage à ne pas seulement réagir aux injustices, mais à construire des structures qui les préviennent. Enfin, l'évolution de Marianne, bien que tardive, offre une lueur d'espoir. Sa lettre à Sophie, son retour au travail sous probation et son interaction avec le jeune garçon en première classe montrent que le changement personnel est possible, même après une faute grave. Cette rédemption, bien qu'incomplète, nous rappelle une valeur française essentielle: la capacité de se réinventer. En France, où l'idée de réhabilitation est profondément ancrée, l'histoire de Marianne nous invite à croire en la possibilité de changement, mais aussi à exiger qu'il soit sincère. Appliquer cette leçon signifie donner une chance à ceux qui reconnaissent leurs erreurs, mais seulement s'ils s'engagent à apprendre et à agir différemment. Par exemple, si un ami admet avoir tenu des propos discriminatoires, suis-je prêt à l'écouter, à condition qu'il s'engage à changer? Cette histoire nous enseigne que la rédemption n'est pas un droit, mais une opportunité gagnée par l'effort. En conclusion, une leçon dans les airs est plus qu'une histoire. C'est un appel à l'action, un miroir tendu vers nos propres comportements et une invitation à construire un monde plus juste. Sophie nous apprend à rester digne face à l'injustice. Victor nous montre le pouvoir de l'action institutionnelle, et Marianne nous rappelle que le changement est possible, mais exige du courage et de l'humilité. En tant que Français, attachés à l'égalité et à la fraternité, nous devons tirer de cette histoire la force de confronter nos préjugés, de briser le silence complice et de bâtir des systèmes qui protègent les plus vulnérables. Appliquons ces leçons dans nos vies. Questionnons nos jugements, parlons face à l'injustice et exigeons des institutions qu'elles fassent mieux. Car, comme Sophie, nous avons tous le pouvoir de changer les choses, un siège à la fois.
Si cette histoire vous a touché, si l'injustice subie par Sophie vous révolte, montrez votre soutien. Cliquez sur le pouce levé, partagez cette vidéo pour que son message atteigne le plus grand nombre et abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres récits qui inspirent le changement. Laissez un commentaire avec le mot « justice » pour affirmer que vous êtes du côté de l'égalité et de la dignité. Ensemble, faisons entendre nos voix.